Certains la considèrent comme la pire émission de télé-réalité jamais diffusée en France. D'autres pointent du doigt son côté provocateur, vulgaire et sans morale. Diffusé sur W9 à l'époque, ce programme invitait 15 candidats à se soumettre à des défis loufoques, voire absurdes, tout en étant enfermés dans une maison filmée par 26 caméras de surveillance et diffusée en 2010, Alexia Laroche-Joubert propose un nouveau concept télévisuel, Dilemme. Le principe, il y a 14 candidats qui vont être confrontés à des dilemmes Ouais. où la question sera est-ce que tu te sacrifies toi Mhm. ou est-ce que tu sacrifies les autres. Bah ouais. Par contre, c'est l'histoire d'une vie. C'est souvent, on est souvent Est-ce confronté que à tu ça. marches sur des Et cadavres la pour question, avancer quoi. et la question, c'est est-ce que tu le feras pour de l'argent. Mm. Alors, comme ça a l'air assez trash. Mm. Alors, évidemment, il y a des petits moments, on va s'amuser un peu avec le curseur. Mais l'idée, curseur. fondamentalement, c'est que c'est drôle et que c'est stratégique. Parce que tout le principe, c'est qu'il faudra quelquefois se préserver sans risquer de se faire détester, parce que être détesté, c'est être nominé. Diffusée sur W9 et Plug RTL en Belgique, cette télé-réalité produite par ALJ Prod et Banijay reprend les codes d'anciennes émissions de télé-réalité déjà mises en place, par exemple comme Big Brother ou encore Secret Story, parce qu'on retrouvait ce concept d'enfermement, de dilemme et de mission attribués aux candidats. La productrice s'était d'ailleurs exprimée la veille du lancement de ce nouveau programme à l'époque sur Europe 1 en expliquant pourquoi cette télé-réalité serait diffusée sur W9 et non pas sur M6, parce que c'est vrai qu'on pouvait se dire, sur M6 il y aurait quand même beaucoup plus de visibilité que sur W9. D'après elle, W9 aurait dit oui tout de suite, et sur M6, il y avait déjà beaucoup trop de programmes de télé-réalité prévus pour l'été. Mais il a suffi à Dilemme d'une seule saison pour marquer les esprits avant de disparaître, sans laisser de suite, mais pas sans laisser de traces. Le but de Dilemme, concrètement, c'était d'assumer la télé-réalité et de la faire évoluer. À ce moment-là, il y a déjà beaucoup de critiques sur la télé-réalité, on met beaucoup en avant son côté fake, pas réaliste, hypocrite, et du coup, pour Dilemme, on décide de faire un live 24h sur 24, ou plutôt 22h en heure CSA, qui est disponible sur internet, et plus particulièrement sur la plateforme Dailymotion. Les candidats disent clairement qu'ils sont là pour l'argent et la notoriété, il n'y a plus de faux semblants en disant on est là pour partager une expérience humaine, etc., alors que c'est aussi le cas. Mais on met en avant ce côté, faire de la télé pour être populaire, et pour avoir de l'argent. Et enfin, on ne cache plus la production. Justement, en faisant mes recherches, quand je suis tombée sur cette information-là, ça m'a rappelé du coup la dernière saison de Secret Story, où on voulait mettre en avant la transparence. Et à cette époque, c'était pareil, on voulait montrer la production pour être transparent avec les téléspectateurs. Après, je suis d'accord qu'entre Dilemme et Secret Story 2025, c'était pas vraiment le même type de transparence, mais en tout cas, c'était la volonté de la production d'être visible. Alors, le but du jeu, on avait 15 candidats qui étaient divisés en 2 équipes et qui allaient vivre pendant 2 mois dans un cube où ils allaient devoir relever des défis et surtout des dilemmes. Donc, en fonction des dilemmes effectués, ils allaient pouvoir remporter une somme d'argent plus ou moins importante. Et les candidats n'étaient pas tout seuls, puisqu'on avait la présence de David Lantin, qui était considéré comme l'envoyé spécial de la saison. Alors lui, il faisait l'intermédiaire entre les candidats et la production. Il était présent lorsqu'il y avait des jeux, des activités ou lors des primes. On avait aussi la présence des hommes en rouge, ces fameux hommes masqués de la tête aux pieds, avec cette tenue moulante rouge, qui faisait un petit peu peur à l'époque quand même. Ils apparaissaient à l'écran uniquement lors d'interventions précises. Ils étaient considérés un petit peu comme les agents neutres du programme. Ils incarnaient les règles et l'autorité du programme. Mais la particularité du programme était sans aucun doute son partenariat avec Dailymotion, puisque grâce à ça, les internautes pouvaient suivre gratuitement tout ce qui se passait dans le cube, ils pouvaient observer les habitants, vivre leur vie, faire leurs dilemmes en permanence. Comparé aujourd'hui, le live était quand même beaucoup plus exploité. Premièrement, il était gratuit et surtout, il durait beaucoup plus longtemps. Alors il y avait quand même 3 minutes de différé au cas où la production voulait couper s'il y avait vraiment un problème, ou même pour des raisons éditoriales. Pour la présentation du programme, on a pensé à Faustine Bollard. Alors elle était accompagnée de 3 chroniqueurs sur le plateau lors des primes, Ariane Brodier, Joël Goron et Éric Logéria. On avait même l'humoriste Max Boublil, qui avait une chronique à l'époque. Et la seule personnalité qui avait été invitée sur le plateau lors des primes, c'était Eve Angeli, mais après elle, plus aucune personnalité n'est intervenue durant le programme. Ils sont 15, ils ont entre 18 et 26 ans et ils sont prêts à tout pour relever les défis du cube. Sarah, Ophélie, Raphaël, Samir, Lucie, Ange, Marie, Alicia, Anaïs, Cindy, Florian, Jason, Caroline, Jérémy, Kevin et Jean-Charles. A noter que Kevin, on l'avait vu ensuite dans Les Anges à New York, donc dans Les Anges 3, et il avait aussi eu un rôle dans Hollywood Girls, qui était diffusé sur Énergie 12. Caroline, c'est pareil, on l'avait vu dans La Maison du Bluff, et elle avait animé par la suite Cash or Play sur Énergie 12. Et alors à l'époque, la finale, c'était assez marrant parce que les candidats, ils pouvaient choisir entre un cadeau ou bien une carte cagnotte. Et la carte cagnotte, elle allait avoir un effet soit positif, soit négatif sur la cagnotte du vainqueur. Soit on faisait augmenter le prix, soit on le faisait diminuer.
Kevin par exemple, il avait refusé un voyage en apesanteur, à la place il a pris une carte-cagnotte, et finalement la carte-cagnotte elle était négative, elle a fait diminuer de 5 000 € la cagnotte. Pareil, Caroline elle avait refusé une voiture de 14 000 €, elle a privilégié la carte-cagnotte, mais elle a fait perdre 15 000 € à la cagnotte. Jason lui, il a accepté de partir avec ses amis une semaine sur un yacht d'une valeur de 20 000 €. Jérémy pareil, il a accepté une mallette avec 10 000 € en cash, et Jean-Charles il a refusé d'offrir un voyage à Tahiti à sa grand-mère pour privilégier la carte cagnotte, qui a fait diminuer la cagnotte. Du coup, ils n'ont pas eu de chance, donc ça avait diminué de 10 000 € encore. Et finalement, Jean-Charles s'en sort pas si mal que ça, puisque c'est lui qui sortira grand vainqueur de cette émission et qui remportera la cagnotte d'une valeur de 99 684 €. Dilemme a suscité énormément de critiques durant sa diffusion, et notamment à cause des dilemmes qui étaient perçus comme beaucoup trop trash. D'ailleurs, je vous en ai noté quelques-uns pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Lors du tout premier soir, quand Kevin est rentré dans le cube, on lui a demandé de rentrer en étant entièrement nu. Alors il avait quand même quelque chose pour cacher, mais déjà ça annonçait la couleur. S'en est suivi des défis du même style. Accepter de dormir dehors, accepter de rester 2 heures attaché à des lianes, accepter de se baigner avec 15 truites, accepter de se jeter dans le fumier, accepter de passer la nuit sur un matelas au milieu de la piscine, rester enfermé dans le cellier pendant la soirée de son anniversaire jusqu'à minuit. Alors celui qui a suscité le plus de critiques, c'était bien évidemment accepter d'être le chien d'une candidate. À ce moment-là, les médias se sont emparés de l'affaire. On a énormément de journaux qui ont parlé de cette émission, bien évidemment en mal, pour qualifier l'émission de vraiment sale, trash, inutile, stupide. Alors c'est vrai que la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai préparé cette vidéo, c'est de me dire mais c'est vrai qu'à l'époque, comment ça a pu passer, aujourd'hui jamais ça ne passerait, etc. Mais en fait à l'époque non plus c'était pas passé, parce que les gens étaient vraiment choqués, ils ont contacté le CSA est intervenu, et d'ailleurs l'émission a été sanctionnée pour atteinte à la dignité humaine, et ils avaient raison, parce que c'est vrai qu'on voyait une séquence où on avait une jeune femme qui portait une laisse, qui mangeait dans une gamelle, qui se déplaçait à 4 pattes, et même si à l'époque l'émission était déconseillée au moins de 10 ans, c'était quand même assez choquant. C'est vrai que quand on regarde ça avec un œil moderne, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des producteurs pour qu'ils pensent que ce genre de séquence puisse amuser la galerie, soit auprès des téléspectateurs, soit auprès des candidats. En fait, je pense que c'était ça le but. Le but, c'était vraiment d'aller le plus loin possible, parce qu'on en parlait tout à l'heure, il y avait quand même cette histoire un petit peu de plagiat. Hein. On disait, bon bah Dilemme finalement, c'est quoi la différence avec Secret Story? Ils sont tous enfermés, ils ont tous des missions, ok super, c'est vu et revu, mais je pense que le but, c'était vraiment de dire, les missions et les dilemmes que vous allez avoir dans Dilemme justement, c'est pas du tout au même niveau que ce qu'on peut retrouver dans Secret Story. Je pense qu'ils jouaient vraiment sur le trash à l'époque. Finalement, ça a bien fonctionné puisqu'on en a parlé. Déjà, en termes de télé-réalité trash, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'ailleurs des émissions qui vous font référence à ça. Moi, je trouvais qu'à l'époque, l'île de la Tentation, c'était beaucoup plus trash que ce qu'on pouvait voir dans Dilemme. Alors, je me dis, c'est dingue. Et je parle vraiment des premières saisons. Je parle pas du reboot qui a été fait ensuite sur W9. Mais à l'époque, sur TF1, on avait vraiment proposé ce concept à des couples d'aller sur une île, d'être avec des tentateurs et des tentatrices, et le but c'était d'essayer de pas se tromper. Et en même temps, bah, tu voyais des images où tu voyais ta femme, ton homme être là et te tromper devant tout le monde. Enfin, c'était quand même assez particulier. Et je trouvais que les images, les couleurs de cette émission, enfin, je la trouvais vraiment trash à l'époque. Et alors, dans un tout autre domaine, je pense aussi à l'île des vérités. Alors, l'île des vérités, le concept n'était absolument pas trash. Là-bas, c'était vraiment, ils vont tous sur une île et il s'avère qu'ils ont une personne de leur passé qui leur envoie une lettre pour les rencontrer ensuite sur l'île et pour régler leur compte. Mais je ne sais pas pourquoi cette émission était tournée de manière aussi trash. En fait, c'est là que j'ai vu le plus de bagarres, que j'ai entendu le plus d'insultes, où vraiment les gens se permettaient de casser le matériel, de casser les meubles. Je m'en souviens qu'il y avait énormément de candidats qui prenaient des lits, des matelas et qui allaient les mettre directement à la mer ou dans l'océan, parce que je sais plus exactement où est-ce que c'était tourné. Et tu te dis, mais c'est fou, enfin, il n'y avait aucun respect. Et là, pour le coup, vraiment, je pense que c'est la manière dont c'était filmé, il n'y avait pas de filtre. Ah, vraiment, tu voyais tout. Et franchement, je trouve que l'île des vérités fait partie des émissions les plus trash qu'on pouvait avoir dans la télé-réalité française. Je pense qu'une prochaine fois, on en fera carrément un classement. Parce que pour en revenir à nos moutons, une fois que le CSA est intervenu, parce qu'évidemment cette séquence était choquante et qu'elle n'avait pas à être montrée à la télévision, on a aussi un avocat, Jacob Delbecq, qui va aller plus loin et lui va carrément estimer que le programme pourrait s'apparenter juridiquement à du proxénétisme. Alors la presse a critique Dilemme aussi pour son slogan. Le slogan c'était « Jusqu'où auront-ils pour de l'argent ?» Donc on voit bien qu'on est prêt à tout, on est prêt à se faire humilier devant la France entière, c'est pas très grave tant qu'on a un petit peu d'argent dans les poches. Pourtant on a des scènes qui sont particulièrement humiliantes. Exhibitionnisme, concours de paix, faute de langage, jeu dégradant. Franchement, l'émission elle a montré une très mauvaise image. Et dans les médias, on la considère comme cheap et stupide. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'émission qu'on considère stupide à cette même époque.
On va aussi prendre à partie les candidats en se disant mais quelle idée d'avoir participé à un jeu pareil, ils n'ont pas honte de se mettre en scène comme ça. Et d'ailleurs je serais super curieuse de savoir ce que sont devenus la plupart des candidats, parce qu'évidemment il y en a beaucoup qui se sont retirés de la médiatisation. Alors je sais pas si c'était vraiment une volonté de leur part après l'expérience Dilemme. Est-ce que les autres boîtes de production étaient assez réticents à l'idée de recruter des candidats qui venaient de ce type de programme? Et c'est vrai, je pense que ce serait intéressant d'avoir leur point de vue sur comment ils ont vécu l'expérience là maintenant 15 ans après, s'ils avaient à nous expliquer. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont bien vécu en le voyant comme de la rigolade entre amis avec beaucoup de second degré, ou est-ce qu'au contraire il y en a qui ont été traumatisés et qui n'ont plus jamais voulu refaire de télé à cause de ça. Après faut pas oublier qu'ils étaient très jeunes, entre 18 et 26 ans, en plus on était à une époque où la télé-réalité, bon ça faisait déjà un petit moment qu'elle était là, mais c'était pas non plus au stade d'aujourd'hui, où ça a complètement changé. D'ailleurs je pense qu'on peut même parler d'un point, les candidats télé-réalité qui ont commencé justement dans les années 2010 et même bien avant, quand ils voient l'engouement qu'il y a pour les nouveaux candidats télé-réalité, le prix qu'ils étaient payés là, entre les années 2015 jusqu'à aujourd'hui, même un petit peu avant, c'est quand même fou. On a quand même connu une période où les candidats télé-réalité n'avaient pas de contrat de travail. Ensuite, c'est devenu le cas, et le cachet a explosé au fur et à mesure des années. Ça me fait penser aux Marseillais, à l'époque, quand ils ont commencé les premières saisons, Paga, Julien, Chana, etc. Quand ils ont été jusqu'au bout, jusqu'aux dernières, bon, Chana n'en faisait déjà plus, Julien, Paga ont connu les débuts des Marseillais et ont connu la fin quand ils sont montés à des cachets exorbitants. Et surtout, je pense qu'il y avait une approche différente auprès des candidats. Je pense que dans tous les cas, il y a de la manipulation de la part de la production pour que les candidats aillent un petit peu dans leur sens et pour qu'ils fassent une histoire. Parce qu'une télé-réalité, ça reste une histoire, un script. Mais je pense qu'avant, on pouvait se permettre de dire aux gens de faire absolument ce qu'on voulait qu'ils fassent. Je me dis, il y a quand même des gens dans la production qui avaient un certain âge et qui se sont dit, ça va être hilarant qu'une femme devienne un chien à la télévision et se comporte comme telle. Et aujourd'hui, ça me paraît dingue d'imaginer ça. Mais je pense qu'à l'époque, c'était vraiment ça, jusqu'où ils vont aller pour la notoriété. Ils étaient face à des gens qui n'avaient aucune limite. Et alors ce qui était marrant, c'est que c'était très critiqué, on jugeait les séquences, on trouvait ça choquant, mais les audiences, elles ne baissaient pas. On avait quand même des audiences pour Dilemme qui étaient relativement correctes. La première émission hebdomadaire, du 20 mai 2010, elle a réuni 889 000 téléspectateurs, avec un pic d'1,2 million. Ensuite, au cours de la saison, il y a eu quelques petites baisses, mais tout de même, Dilemme avait réussi lors du 10 juin 2010 à connaître la meilleure audience jamais obtenue par une émission de télé-réalité en deuxième partie de soirée sur la TNT, parce qu'il faut pas oublier que c'était sur la TNT. Et même la finale, qui a été diffusée le 15 juillet 2010, elle a réuni 733 000 téléspectateurs, avec un pic d'1 million. Et pour les émissions quotidiennes, W9 n'avait pas grand chose à ajouter, ils étaient plutôt satisfaits des audiences. Il y avait 399 000 téléspectateurs pour la quotidienne en moyenne, et le programme avait même été le plus regardé de la TNT par les téléspectateurs âgés de moins de 50 ans. Alors au final, même si le CSA était intervenu, les audiences elles sont plutôt bonnes, les gens ont l'air attachés au programme, pourquoi pas en faire une deuxième saison. Et si vous aussi au cours de la vidéo vous vous êtes dit ça ressemble quand même vachement à Secret Story, à Big Brother, Endemol s'est dit la même chose que vous. Les critiques fusent de tous les côtés, le CSA intervient, mais Dilemme est bien parti pour une deuxième saison. D'ailleurs, c'est la productrice Alexia Laroche-Joubert qui va l'annoncer le 22 novembre 2010. Et puis, on a le directeur général adjoint de W9, Frédéric Devincel, qui va un petit peu freiner les choses en disant « Bon, effectivement, on est satisfait des audiences, mais rien n'est sûr, il y a encore une discussion qu'on doit avoir avec la productrice, etc. » En 2011, Endemol, producteur de Secret Story, n'est pas très content de voir qu'une émission similaire à la sienne puisse lui faire concurrence sur une autre chaîne. La boîte de production va donc décider de poursuivre en justice ALJ Prod, en estimant que l'émission Dilemme copiait illégalement Secret Story. Alors comment s'est passé le procès? Dans un premier temps, Endemol gagne et obtient 1 million d'euros de dommages et intérêts de la partie adverse. Sauf qu'il va y avoir un appel, le 12 septembre 2012. À ce moment-là, la décision est annulée, parce que la cour est en train de dire finalement Dilemme, non, c'est pas du tout une copie de Secret Story, donc vous devez rembourser la partie adverse. Donc là, c'est Endemol qui doit rembourser ALJ Prod. Et en plus de ça, la production est autorisée à pouvoir relancer Dilemme. Bon, Endemol a alors tenté un recours en cassation pour contester ce verdict. Pour résumer tout ça, Endemol avait gagné dans un premier temps le procès. Finalement, elle a perdu en appel. Du coup, ALJ Prod est autorisée à relancer Dilemme. Et pourtant, on ne reverra plus jamais Dilemme à la télévision française seulement. En juillet 2024, le Portugal décide d'implanter Dilemme dans son pays. L'émission sera diffusée sur la chaîne TVI, présentée par Manuel Luis Gucha, le présentateur de Secret Story Portugal. Alors cette version portugaise elle va être assez différente de la version française, puisque ce ne sont pas des anonymes qui vont s'opposer, mais bien des influenceurs. Alors qu'on n'entend plus parler de Dilemme depuis des années en France, Banijay lance une collaboration avec YouTube, avec le Banijay Entertainment Creator Lab. Alors c'est un programme qui va offrir 50 000 € à un youtubeur. Plusieurs youtubeurs
pour qu'ils puissent moderniser d'anciens programmes de télévision. Alors ça, je trouve que c'est un concept qui est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça bien quand la télévision se lie avec justement les plateformes pour essayer de moderniser les contenus. On va pas se mentir, on est dans une société où les gens regardent de moins en moins la télévision et il faut pouvoir y trouver son intérêt. Et donc là, le but, c'est de toucher un public jeune, qu'il puisse consommer d'anciens programmes, modernisés du coup, sur les plateformes. Parmi les émissions proposées, on a 60 secondes chrono, Première compagnie, Got to Dance, La tête et les jambes, et Dilemme. Alors le grand retour de Dilemme prochainement sur YouTube, plutôt pour ou plutôt contre. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous les souvenirs que vous avez de Dilemme, que vous regardiez ou non, s'il y avait des séquences qui vous avaient choqué ou pas à l'époque. Évidemment, si vous voyez qu'il y a des petites infos en plus à rajouter à cette vidéo, les commentaires sont à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Qui se rappelle, et d'ici là, restez connectés, parce que croyez-moi, ça va zapper.